Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur les enjeux de l'eau, avec un dossier consacré à la gestion intégrée des ressources d'eau sur le continent. En programme également de cette émission, l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson à Bamako, au Mali, qui a eu lieu ce vendredi. Et les pays du G5 Sahel étaient réunis dans le même temps autour de la question sécuritaire. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Malika Yacher, bienvenue. Merci Fanny et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Samuel Gambon, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Et Grace Rokindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. Le Mali a donc été frappé de nouveau ce vendredi par le terrorisme. L'hôtel Radisson, situé en plein cœur de Bamako, la capitale, a été attaqué par plusieurs hommes armés qui ont pris en otage les clients, mais aussi le personnel de l'hôtel. Pour l'instant, pas de bilan humain officiel, mais la prise d'otage est terminée. Lisa Siakizimana. Fin de la prise d'otages à Bamako, au Mali. Des hommes armés ont fait irruption ce vendredi 20 novembre 2015 au matin à l'hôtel Radisson, au centre de la capitale malienne. Près de 170 personnes se trouvaient à l'intérieur de l'hôtel. Les preneurs d'otages, on ne sait pas grand-chose, mais on a vu 4 personnes. Ils sont venus à bord d'un véhicule avec une immatriculation diplomatique, un véhicule 4x4. Donc ils sont venus, ils sont au nombre de 4 cagoulés. Mais certaines sources disent quand même qu'il y avait des complices à l'intérieur. On ne sait pas comment. Donc, mais pour l'instant, selon les dernières informations recueillies auprès des forces de sécurité qui sont sur place, il serait au nombre de 3 ou 4 actuellement, sinon 2 qui sont en activité, selon les autres, on ne sait pas s'ils ont été neutralisés ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a que 2 tirs adverses. Donc, ça veut dire que probablement, il ne reste que 2 assaillants. L'assaut a été donné par les forces d'intervention spéciale maliennes et a porté ses fruits puisque vers 17h45 heure locale, une source militaire malienne a annoncé la fin de la prise d'otages. Selon le colonel Salif Traoré, ministre malien de la sécurité intérieure, les assaillants n'ont plus d'otages sous leur contrôle. Un bilan provisoire fait état d'au moins une dizaine de victimes. Les corps de 2 des assaillants auraient été retrouvés. Aujourd'hui, tout Bamako a pris connaissance de la nouvelle et certains sont étonnés, d'autres sont indignés, d'autres s'attendaient à ça puisqu'il y avait des signes avant-coureurs qui annonçaient que Bamako n'était pas à l'abri d'un attentat parce qu'on se rappelle il y a moins d'un mois un message envoyé par le chef djihadiste du Nord Mali, Yad Agali, qui menaçait et la France et le Mali parce qu'il les accords d'Alger, il y avait cette situation. Et puis, ce qui est arrivé à Paris, à Saint-Denis, le 13 dernier. Donc, les gens s'attendaient quand même à une telle situation, puisque l'hôtel Radisson était un hôtel vraiment hyper de Bamako où beaucoup d'étrangers descendent, notamment des Français, des Américains. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui était à N'Djamena pour participer au sommet du G5 Sahel, a dû écourter son séjour dans la capitale tchadienne pour regagner Bamako. Le chef de l'État malien a par ailleurs condamné la prise d'otages et salué le professionnalisme des forces maliennes. Malik, cet hôtel Radisson qui a été ciblé, c'est un hôtel où séjournent surtout les hommes d'affaires, les patrons, les personnels de sociétés étrangères basées au Mali. Ce sont les Occidentaux qui étaient visés, les étrangers? Très certainement. En attendant la revendication, on nous dit que c'est Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar, même s'il faut quand même attendre par précaution les dernières informations. Mais même si c'est un autre groupe, effectivement, nous savons que ces groupes-là qui activent dans la bande sahélienne, au Mali, ont une visée, celle d'établir un califat et de viser justement la présence des Occidentaux, justement, pour accentuer l'instabilité dans les États de la région. Donc effectivement, c'est clair et net. Et il y a là une menace qui s'est fait sentir et qui va, je pense, se faire sentir davantage parce que la situation sécuritaire, même s'il y a eu quand même, il faut le dire, même si la victoire n'est pas complète, il y a eu une amélioration quand même du contexte sécuritaire depuis l'intervention de la MINUSMA et des forces françaises, mais il reste encore une pluralité de groupes qui est active dans la région. Et si c'est Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar, il faudra s'interroger
où se trouve-t-il? Et la réponse, c'est certainement, je ne suis pas un expert, mais en Libye, qui reste un foyer de repli pour les combattants terroristes qui peuvent mener des attaques encore dans toute la zone sahélienne, parce qu'ils sont très mobiles, ils connaissent très bien cet environnement, l'environnement du Sahel. Mokhtar Belmokhtar est un habitué de la guerre, c'était un ancien de la guerre, dans la guerre civile, un ancien combattant dans le GIA qui est devenu GSPC, puis Al-Qaïda au Maghreb, pendant les années 90 en Algérie. C'est un vétéran, il connaît bien son environnement. Donc effectivement, là, il faut, je pense, mettre en marche une coopération entre les États, essayer d'améliorer les renseignements. Sinon, on n'arrivera pas. Tant qu'il n'y a pas de collaboration entre les États, face à ce phénomène qui est transfrontalier, on ne va pas y arriver. Samuel, alors depuis la fin de la phase active de l'intervention militaire française dans le nord du Mali, on voit que les groupes terroristes privilégient désormais l'infiltration dans l'intérieur du Mali et tout particulièrement à Bamako. C'est une nouvelle stratégie, de nouvelles méthodes qui sont plus difficiles à combattre? Absolument. Je pense qu'il y a une forte concentration au nord et la plupart des dispositifs qui sont aujourd'hui consacrés à la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-sahélienne concernent principalement les frontières, que ce soit au niveau de la mobilisation dans le bassin du lac Tchad par la force multinationale mixte, que ce soit au niveau de la force Barkhane ou encore les casques bleus des Nations Unies. Tous ceux-ci sont concentrés principalement au nord. Mais il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'armée malienne sort de très loin, parce que c'est une armée qui a connu près de 20 ans de destruction terrible, qui a complètement périclité le dispositif militaire. Les forces spéciales sont en pleine reconstruction et encore depuis 2013 que la réforme du secteur de sécurité est en marche. Il faut rappeler que ce sont à peine 3 000 ou 5 000 hommes qui sont concernés par cette formation. Au regard de l'immensité du territoire, c'est très peu. Et aujourd'hui, face à la forte concentration de dispositifs aux frontières, la sécurité intérieure reste complètement abandonnée. Il faut un renforcement des dispositifs dans les lieux de fréquentation publique. Cette menace ciblée dans cet hôtel qui est de grande fréquentation occidentale correspond très bien à la mobilisation occidentale. Si n'eût été l'intervention française au Mali, le Mali n'existerait plus aujourd'hui comme État. Et donc, les premiers adversaires, c'est d'abord les Occidentaux, et ils ont parfaitement ciblé cet hôtel. Et je pense qu'aujourd'hui, la terreur qu'ils voulaient s'aimer, ils sont arrivés ils ont réussi leur opération en quelque sorte. Alors, Gracia Samuel le dit, l'armée malienne a été déstructurée lors du putsch militaire de 2012. Est-ce que ces forces de sécurité maliennes sont dépassées aujourd'hui par cette menace terroriste? Oui, l'armée a été en fait pratiquement déstructurée, même avant le coup d'État, avant le putsch de Sanogo, parce que la guerre déjà au nord du Mali l'a beaucoup déstabilisé. Il faut savoir qu'il y a une partie de l'armée qui a rejoint la rébellion, ce qui complique en fait la tâche au niveau de l'organisation. Mais avec le coup d'État, c'est normal parce qu'il y a déjà les forces qui étaient en présence, les forces les plus importantes du pays. Il y avait les bérets verts et les bérets rouges. Or, on a les bérets rouges qui défendaient, qui faisaient la sécurité d'Amani Toumani Touré, qui sont devenus des ennemis des bérets verts. Donc, on a retrouvé l'armée cassée en deux avec beaucoup de bérets verts. Des bérets rouges tués, d'autres emprisonnés, ce qui fait qu'il ne restait pas grand-chose, juste pour assurer quelques institutions à Bamako. Et aujourd'hui, l'armée malienne ne s'est pas encore reconstituée. Plutôt, ils ont beaucoup axé sur la sécurité au nord. En même temps, dans le nord, il faut la paix pour au moins avoir une armée. On a plusieurs groupes et l'armée malienne n'a pas été reconstituée entièrement. Mais disons que ce qui se passe au niveau du terrorisme ne concerne pas en soi, disons au premier niveau, l'armée, c'est surtout la gendarmerie, la police, les renseignements. Il faut toujours qu'il y ait des renseignements parce que pour que ces gens viennent du nord jusqu'à Bamako, c'est que les renseignements fait défaut. Ce n'est pas seulement au Mali, même dans les pays comme la France. Il y a aussi, on peut souligner que c'est devenu, c'est un grand pays et plus ou moins sorte de passoire, on peut aller de n'importe où à n'importe où sans être contrôlé. Donc, ce qui fait que
pratiquement, il y a une place qui est libre. Grâce, on va en parler de ces frontières parce que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a dû quitter le sommet du G5 Sahel qui se déroulait au même moment au Tchad. La lutte antiterroriste et les frontières étaient au cœur de ce sommet de 5 chefs d'État. Il s'agit d'une nouvelle organisation qui réunit le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. Lisa Sekizimana. La lutte contre le terrorisme au cœur du deuxième sommet du G5 Sahel au Tchad. Ce forum de 2 jours s'est ouvert ce vendredi 20 novembre 2015 au palais du 15 janvier de N'Djamena, capitale tchadienne. Thème retenu cette année, sécurité et développement. C'est un mariage réussi dans un premier temps de la défense et de la sécurité, et dans un second temps celui de la sécurité au sens large et du développement. Le G5 Sahel, créé en février 2014, est une plateforme qui regroupe 5 pays de la région du Sahel, à savoir le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina Faso. Objectif, coordonner les efforts dans la lutte contre l'insécurité, le terrorisme et le sous-développement dans la région. Nous l'avons créé d'abord parce que le Sahel a ses propres difficultés. Et face à ces difficultés, nos moyens sont limités. Donc il fallait qu'on unisse nos efforts, qu'on prenne conscience du fait que nous sommes les premiers à être concernés par ces difficultés et que les solutions passent par l'union de nos forces, l'union de nos moyens et une certaine vision, concertée certes, mais une certaine vision qui nous permette au final de surmonter, d'aplanir ces difficultés pour permettre une sécurité, une stabilité. L'ouverture de ce sommet a coïncidé avec la prise d'otage à l'hôtel Radisson à Bamako au Mali. Le président malien Boubacar Keïta a dû écourter son séjour dans N'Djamena pour se rendre en urgence au Mali. Avec ce qui vient d'arriver à Bamako, le sommet a été complètement bouleversé et que probablement il n'en sortira pas grand-chose parce que l'ordre du jour a été chamboulé, le président du Mali est parti, tout le monde allait y arriver sur les télévisions, et c'est d'autant que dans ces grands hôtels, il y a les restrictions du monde entier, enfin du moins des sociétés qui travaillent là-bas, et tout le monde est aux aguets, et je ne pense pas que cette conférence aboutisse à quelque chose de tout à fait pertinent, mais dans l'idée, il était question de faire le point sur l'état des pays du Sahel depuis les crises du Mali, Boko Haram. La première édition du sommet du G5 Sahel s'est tenue les 17 et 18 décembre 2014 à Nouakchott en Mauritanie. À l'issue de cette rencontre, les dirigeants avaient promis de se retrouver afin de mettre en place une stratégie commune dans le cadre de la sécurité transfrontalière. Alors Gracia, avant ce sujet, vous parliez de ces frontières qui sont comme des passoires. Est-ce que les pays du Sahel doivent coopérer plus étroitement pour éviter que justement ces groupes terroristes ne circulent aussi facilement? Vous savez, les pays ne coopèrent pas assez, mais les groupes terroristes coopèrent beaucoup, échangent beaucoup d'informations. Finalement, on pourrait dire que les groupes terroristes ont un réseau qui fonctionne mieux que celui des États. Les États n'arrivent pas à échanger leurs informations, pratiquement à mettre ensemble, en se disant on met ensemble un seul service de renseignement extérieur lié au terrorisme, un seul qui est géré communément, non pas échanger les informations que chacun a récoltées, souvent des doublons, et en même temps constituer une sorte de force d'intervention rapide constituée par des militaires, des commandos de plusieurs régions, de plusieurs pays, et qui serait opérationnel à tout moment, qui ne dépendrait pas de la décision d'un seul chef d'État, mais d'un organe qui est chargé de la lutte contre le terrorisme. C'est de cette façon-là qu'ils peuvent y arriver. Juste pour ajouter une dernière chose, on parlait de G5, moi j'aimerais bien qu'on parle de G6. On ne peut pas parler de lutte contre le terrorisme dans le Sahel sans parler, sans intégrer l'Algérie. L'Algérie, c'est la pièce maîtresse de la paix et aussi de la guerre contre le terrorisme au niveau de la sous-région. Malik, vous êtes d'accord avec ce rôle que doit jouer l'Algérie? Comme je disais tout à l'heure, oui, je suis d'accord tout à fait avec Grassin. Je dirais même qu'il faut aller au-delà du G6. Parce que la zone qui est concernée par ces activités terroristes va au-delà de 6 pays. Effectivement, l'Algérie, on dit souvent qu'elle est un peu réticente à intervenir sur des terrains extérieurs. Bon, c'est dû à son idéologie, hein, c'est compréhensible, c'est dû aussi à son histoire. Donc il faut savoir qu'elle était assez seule pendant la décennie 1990, elle a lutté toute seule. Mais effectivement, Gratien a raison, il faut davantage de collaboration, notamment pour l'échange de renseignements. Mais il faut savoir qu'en Algérie, il y a aussi, par exemple, une centrale de renseignement
qui coordonne les services de renseignement de 7 pays, comme le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, par exemple. Donc l'Algérie est active aussi. Quand il y a eu l'intervention française au Mali, l'Algérie, alors la description qui a été faite, c'est un pays réservé qui a empêché finalement jusqu'au bout l'intervention française. C'est faux. C'est juste qu'il y a eu un procédé politique que l'Algérie a tenté d'avoir, une résolution politique du conflit pour ne pas justement aller sur le théâtre de la guerre. Mais effectivement, au regard de la situation, il était inévitable qu'il y ait une opération française au Mali. Mais l'Algérie a laissé le ciel, a ouvert son ciel, a autorisé l'aviation française à passer au-dessus de son territoire, même si il y a eu cette politique finalement que les avions français ont contourné l'Algérie. Mais il y a quand même eu cette autorisation. Donc l'Algérie quand même sort de son mutisme parce que elle est, je dirais, forcée à en sortir parce qu'elle sait très bien qu'elle est menacée aussi. La Libye, encore, est une menace prenante pour l'Algérie. On l'a vu avec l'attaque d'In Amenas, du champ pétrolier en 2013, qui a fait beaucoup de dégâts. Donc je pense qu'il y a aussi cette volonté de l'Algérie qui commence à porter ses fruits sur notamment la collaboration dans le domaine du renseignement. Merci, nous allons marquer une courte pause d'un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom, à tout de suite.